Eric? Oui, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition un peu spéciale du groupe de travail RH. Je suis ravi d'être avec vous en distance parce que je suis encore à Hong Kong. Mais bonne nouvelle, je viens de recevoir ma lettre d'invitation aujourd'hui des autorités chinoises, donc je vais pouvoir revenir à Shanghai. Donc, l'objectif de cette soirée est double. D'abord, c'est brièvement, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous balayer un peu l'enquête que nous avons réalisée, Dragonfly Group, RH Consulting, avec l'aide de Dashue, où de nombreux d'entre vous ont participé au mois d'avril jusqu'à toute la première semaine de mai. Et ensuite de remercier nos quatre invités qui vont nous raconter un peu leur expérience de dirigeants et dirigeantes en Chine pendant cette pandémie. Et aujourd'hui, la situation et le partage la vision qu'ils en ont. Et naturellement, l'idée, c'est aussi d'instaurer un dialogue. Donc, soyez naturellement ouverts à poser vos questions et à partager vos expériences afin que tout le monde puisse en bénéficier. Sachant que non seulement nous avons des personnes qui sont ce soir présentes physiquement à Shanghai, à la Chambre de commerce, qui était un partenaire de l'enquête, mais également ailleurs en Chine, à Hong Kong, en France. Donc, c'est une forme de multiplex que nous avons ce soir. Donc, je vous remercie au nom du comité, enfin du groupe de travail RH avec Fabienne Sao qui, je crois, est présente ce soir. Nous sommes les deux co-animateurs de ce groupe de travail, groupe de partage d'expériences et de connaissances. Donc, brièvement, avant de laisser la parole à Philippe qui va faciliter les échanges avec nos invités et le public, je vais vous expliquer les raisons de cette étude. Donc, nous avons lancé cette enquête au mois d'avril dernier. Nous avons contacté 200 entreprises. Naturellement, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore lu, consulter cette enquête, la télécharger, soit sur le site de la Chambre de commerce, soit en nous envoyant un petit message. Donc cette enquête, nous l'avons destinée à un échantillon de 200 entreprises françaises et issues du monde de la francophonie, puisque nous avons eu également des entreprises belges, suisses, une entreprise tunisienne et quelques entreprises européennes, notamment allemandes, néerlandaises et norvégiennes, qui sont dirigées par des Chinois en Chine, pardon, par des Françaises en Chine. Les participants étant français, francophones, de nombreuses personnes chinoises, dirigeantes d'entreprises, ont également participé à cette enquête. Nous avons eu 118 entreprises qui ont participé. Certaines ont préféré rester anonymes, d'autres ont bien accepté de figurer sur le document que vous pourrez avoir, qui est donc le rapport de cette enquête. Et nous avons eu des participants dans 17 provinces chinoises, donc ce qui est assez important. L'idée, c'était donc d'expliquer que chacun participe en expliquant grosso modo son expérience, qu'elle soit un grand groupe, une ETI, une PMI ou un groupe d'entrepreneurs. Pour votre information, les entreprises de taille les plus modestes comportaient moins de 10 personnes en Chine et les plus importantes allaient jusqu'à 20 000 personnes en Chine. Vous voyez, donc on a pu balayer un spectre assez vaste en termes d'échantillons. Alors les questions qui ont été abordées consistaient justement à savoir ce qui se passait au niveau des mesures prises par les entreprises dès l'apparition, donc dès grosso modo la mi-fin janvier de cette année. Donc, quelles sont les mesures qui ont été prises? Je vais pas approfondir, juste balayer un peu ce qui a été fait en termes de télétravail, comme vous le savez, de rotation des effectifs. Donc, de nombreuses entreprises ont fait bouger les effectifs avec des équipes du matin, des équipes de l'après-midi, etc. L'instauration d'horaires plus flexibles et toute une politique sanitaire pour éviter les risques de contamination au sein de l'entreprise, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit dans les cantines, etc. Manière à pouvoir
redémarrer l'activité après, au retour des vacances du Nouvel An chinois qui ont été étendues cette année, comme vous le savez, qui ont duré grosso modo jusqu'à la mi-mars. Le deuxième point que nous avons traité, c'était les principaux défis au niveau des ressources humaines par rapport notamment à la motivation et l'implication des salariés chinois comme étrangers, et notamment français, sachant que l'information qui était relayée était quand même assez inquiétante. Donc les dirigeants ont dû traiter des problèmes ou des difficultés psychologiques de la part de certains de leurs salariés, un sentiment d'inquiétude, de peur, et donc mettre en place des cellules de gestion de crise et de communication pour essayer de calmer un peu les esprits et de justement de comprendre leurs soucis et de trouver des solutions. Voilà. Donc tout ça dans le cadre d'une recherche d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, sachant que beaucoup de personnes travaillaient à la maison, avec des problématiques que ça pouvait donner en termes d'organisation spatiale, avec la présence de la famille, des enfants qui n'étaient pas scolarisés. Voilà, donc ça c'était vraiment le deuxième corps qu'on a traité. Troisième partie, la politique des ressources humaines, notamment sur l'aspect salarial avec des primes qui dans certains cas ont été décalées, voire suspendues, des salaires qui ont été, dans certains cas, réduits de manière plus ou moins momentanée, et dans certains autres cas, des licenciements. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'également les activités de recrutement ont perduré pour certaines entreprises, notamment sur des postes qui ont attrait à toute la transformation digitale, le marketing digital, le commerce électronique et également la supply chain, donc la logistique. Voilà. C'était le troisième corps de notre enquête. Et la dernière partie, et après je vais vous laisser la parole, c'est sur les perspectives, donc l'estimation du retour à la normale, sachant que nous étions à l'époque en avril et début mai, les changements qui ont été mis en œuvre par les entreprises, et notamment la question du télétravail. Est-ce que certaines entreprises ont continué à proposer ou alors à écouter les salariés qui souhaitaient télétravailler une demi-journée, une journée par semaine, voire plus dans certains cas. Et un autre point saillant, c'est le transfert d'expérience au siège social et aux filiales du groupe à l'étranger, hors de Chine, sachant que, comme vous le savez, pour beaucoup, dans les premières semaines, les entreprises, enfin les sièges sociaux de nombreuses entreprises ne s'intéressaient que très peu à ce qui se passait en Chine. Et à partir du moment où le Covid-19 est arrivé en Europe et notamment en Italie, donc à se rapprocher de la France, il y a un grand mouvement d'inquiétude et beaucoup de sièges sociaux se sont rapprochés de leurs filiales chinoises pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, brièvement, le contenu de l'étude que vous pourriez lire si ce n'est pas déjà fait quand vous le souhaiterez. Philippe, qui vient de prendre le micro, pourra vous indiquer comment. Et puis, nos amis et partenaires de la CCIFC aussi pourront vous permettre d'y accéder. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je laisse la parole à Philippe avec nos invités et je pourrai intervenir ultérieurement. En tout cas, merci de votre participation en présentiel comme à distance. Et à toi, Philippe. Merci Eric. Merci pour cette présentation succincte des résultats de l'étude. Nous allons passer donc à la partie table ronde qui est quand même le plus enrichissant parce qu'on peut avoir des témoignages plus précis et plus dans le ressenti. Je vais tout d'abord vous présenter, nos quatre panélistes, en commençant par ma droite, Zhang Xiaohua, qui est bon, tu peux rester assis. Moi, je me mets debout parce que ça me met en train, mais c'est bon. Donc, qui est DRH de ADO Global Sourcing. Xiaohua a vécu en France pendant 4 ans à Angers et à Lille. Elle a notamment obtenu un master en négociation interculturelle à l'université d'Artois.
Puis elle a fait un stage chez Leroy Merlin dans les achats internationaux en France. Et en 2005, elle rentre en Chine pour rejoindre l'activité Global Sourcing du groupe Leroy Merlin, qui par la suite s'est appelé ADO. ADO, c'est le troisième groupe d'équipement mondial pour le bricolage et la décoration, avec des enseignes bien connues comme Leroy Merlin, Bricoman, etc. Et pendant 15 ans, Xiaohua est alors acheteuse sur différentes catégories de produits. Et en octobre 2019, elle passe des achats au RH. Et après quelques mois de passation sur le terrain, en fait, elle devient DRH de ADO Asie en février 2020. Ça sera sûrement, ça a dû sûrement être une expérience particulière pour toi. À sa droite, nous avons Stéphane Monsalier, CEO de System in Motion. Stéphane est un passionné de technologie avant tout. Il paraît qu'il a codé à l'âge de 10 ans, ce qui est pas mal. Et une fois son diplôme de Supélec en poche, il a travaillé pendant une dizaine d'années dans l'informatique financière au sein de groupes tels que BNP Paribas, Natixis. Mais au bout de 10 ans, il quitte la France pour la Chine et le monde des grands groupes pour l'aventure entrepreneuriale. Et il crée en 2004 à Shanghai cette société qui s'appelle System in Motion. C'est une société de conseil technologique dont la mission est d'aider les entreprises à moderniser leur système d'information et à intégrer les nouvelles technologies en Chine et sur toute la région APAC. Jean-Laurent Villon, Managing Director de APAC de Mazarine. Donc Jean-Laurent bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la création et le développement d'agences digitales et événementielles, d'abord aux États-Unis, puis en Chine et aussi au niveau APAC. Il est depuis 2016 Managing Director de Mazarine Asie-Pacifique. Mazarine, c'est un groupe de communication international français qui est spécialisé dans les marques de luxe, les marques premium, la culture et la mode, bien sûr, avec un siège à Paris, des bureaux à New York, Shanghai, Pékin, Hong Kong, Macao et Tokyo. Et donc, avec Mazarine, Jean-Laurent aide les marques que tout le monde connaît, telles que Chanel, Louis Vuitton, Cartier, L'Oréal, Dior, etc., les aide à adapter et à renouveler leur communication. Et enfin, last but not least, nous avons Eric Charlery, EVP Asia de Radial, de formation ingénieur civil en télécommunications. Eric débute comme consultant avant de rejoindre McDonnell Douglas Information System en tant que chef de produit sur le marché Datacom. Et en 1985, c'est quand même très tôt, Eric déménage au Japon, où il est directeur général de Souryo pendant plus d'une décennie, puis PDG de Connex pendant près de 15 ans, soit presque 25 ans au Japon. Et après ces 25 ans, Eric déménage à Shanghai en 2010 pour prendre le poste de directeur général de Radial Chine, puis son rôle actuel de EVP Asia au sein du comité exécutif. Pour rappel, Radial, c'est une société française de premier plan qui est spécialisée dans les solutions d'interconnexion électronique pour des secteurs comme l'aéronautique, le spatial, les télécommunications, le médical. Voilà la présentation de notre panel. Et nous allons donc commencer par les premières questions. Et la première question va être surtout sur la façon dont vous avez vécu ces premiers jours, ces premières semaines, la crise. Et je vais commencer par Xiaohua, puisque quand même, ça doit vraiment être très spécial de démarrer un nouveau poste dans les RH en février 2020, l'année du Covid. À toi. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir pour partager les expériences avec vous. Pour cette question, pour moi, c'est vraiment un challenge parce que après 15 ans de travail comme acheteuse, vient de commencer comme HR leader en Asie. Donc, on a vraiment la pression, mais surtout, on n'a pas de préparation pour
le Covid-19. Mais face au challenge, on a préparé pas mal les mesures. D'abord, on a collecté les données de tous les collaborateurs, leur voyage et où ils sont, où c'est chez les parents ou à Shanghai ou ailleurs. Donc, pour vraiment identifier et traçabilité leur voyage. Et deuxièmement, on a organisé vraiment le timing du travail. Par exemple, on a en quelle date on va commencer le travail. Et après, chaque semaine, on organise les différents back to normal, le rythme. On est rentré à l'entreprise le 10 février et après, on a télétravaillé pendant 2 semaines, puis presque 3 jours par semaine travailler au bureau, 4 jours, 5 jours. Donc, on est revenu normal, étape par étape. Et après, pendant cette période, parce qu'il y a pas mal de collègues qui sont à la maison, il manque des masques. Nous, on a envoyé les masques chez eux, en fait, pour les aider à sortir. Parce qu'à l'époque, c'était très, très, très difficile pour acheter des masques. Donc, cette mesure-là, les collègues sont très, très, très contents. Et après, surtout, on a pris des mesures dans les bureaux aussi, mettre à distance tous les tables dans la cantine, même dans le bureau. Et après, on a mesuré la température de chaque personne à l'entrée, même dans le bureau. Et puis fournir tous les gels, les masques, même nettoyer les bureaux, etc. Toutes ces actions, on a bien fait. Donc, le plus important, c'est on a gardé une communication assez agile et très à temps pour vraiment soulager un peu la pression de tout le monde, en fait. Grâce à Google Meet, on a très bien connecté l'équipe. Tous les jours, on a les réunions. Donc, on a vraiment un network ensemble. Donc, l'équipe s'est bien passée la période. Voilà. Merci, Xiaohua. Et toi, Stéphane, alors, comment ça s'est passé? Donc, moi, j'étais en vacances à Honolulu. Donc, c'était un peu surréel. On suivait l'avancement des nouvelles du Covid. Donc, c'était Wuhan. Et puis, ça s'est étendu. Et très rapidement, ma RH a envoyé un message en disant il faut qu'on prépare quelque chose. Donc, on a lancé une cellule de crise. Donc, on a juste créé un groupe WeChat. Et la première question, comme ADO, c'était où est tout le monde? Donc, je demandais à la RH où sont les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle a appelé tout le monde, savoir qui était parti en vacances. Pas mal de gens avaient finalement annulé leurs vacances et étaient restés à Shanghai. Et la première bonne nouvelle, personne n'était dans une zone à risque et personne n'avait de problème. Donc, deuxième question, est-ce qu'on va pouvoir travailler lundi prochain? Donc, question à la gestion de l'immeuble. Réponse, non, vous ne pourrez pas travailler lundi prochain. Donc, quelque part, la décision a été prise pour nous. Il fallait qu'on se mette en télétravail. Et donc, la proposition était de dire, si vous êtes en vacances, restez en vacances. Quand vous pourrez revenir, revenez. Si vous êtes chez vous, vous voulez travailler, vous travaillez. Si vous n'êtes pas chez vous, si vous ne voulez pas travailler, vous ne travaillez pas. Et puis, à deuxième annonce du gouvernement, la semaine sera une semaine de vacances. Donc, donc des nouvelles décisions. Les gens qui veulent travailler, ils seront payés double. S'ils veulent travailler, ils seront payés double. Et dernière décision du comité de crise, qu'est-ce qu'on va faire quand les gens vont revenir au bureau? Donc, déjà, il faut aller au bureau parce qu'il faut les tampons. Donc, pour rentrer au bureau, il faut rentrer au bureau. Bon, ça a été résolu assez rapidement. Et donc, la question était qu'est-ce qu'on va créer comme environnement pour que les gens se sentent à l'aise et puissent revenir travailler? Donc, même question sur les masques. Est-ce qu'on peut trouver des masques? La réponse est non. Les gens qui étaient à Shanghai dans l'équipe de management ne trouvaient pas de masques. Et puis, un de nos employés était en Thaïlande. Il a dit « Ah, moi, j'ai trouvé des masques. J'en ai trouvé 100. » On dit « Achète. »« Ah, j'en ai trouvé 200. Achète. J'en ai trouvé 1000. Achète. » Donc, on a un employé qui a acheté 1000 masques en Thaïlande et qui les a ramenés dans une valise et qui les a fait envoyer par Kuaidi au bureau. Et la décision était quand vous viendrez travailler, donc trouvez un masque pour venir bosser. Et quand vous viendrez travailler, on vous donnera des masques pour la semaine
pour pouvoir faire l'aller-retour de chez vous, gel hydroalcoolique. Et ensuite, la politique a vraiment été travailler où vous vous sentez le mieux. Vous voulez rester travailler chez vous, restez travailler chez vous. Vous voulez venir au bureau, venez au bureau. Et petit à petit, les gens sont revenus et on les a vus réapparaître au bureau. Toutes les semaines, on leur distribuait les masques. Petit à petit, les gens sont revenus. Mais on a vraiment essayé de leur donner, de les laisser faire les choix où ils se sentaient en sécurité pour pouvoir travailler soit chez eux, soit à la maison. Voilà comment on a géré la première partie. Bien. Merci Stéphane. Et Jean-Laurent, alors comment ça s'est passé pour toi et pour Mazarine? Je vais faire peut-être un point plus personnel, parce que vous avez visiblement les points, vous les connaissez tous et on avait fait à peu près les mêmes choses. Mais moi, j'étais parti début janvier en France pour le comité d'érection et préparer les budgets annuels. Donc, le moment où vraiment la crise a commencé à démarrer, j'étais dans le bureau du PDG à Paris. Et on est en train de planifier le budget de 2020. Et comme vous pouvez imaginer, dans le luxe, le marché chinois est clé. Et donc là, j'ai mis une alerte rouge immédiate quand j'ai vu les premières nouvelles, les informations que je recevais de mon équipe, en indiquant au PDG qu'on allait peut-être corriger les budgets. Parce que sans doute, comme vous tous, 10 ans en Asie-Pacifique, moi j'ai toujours entendu parler du SARS, ayant vécu à Singapour et Hong Kong. Et je me rappelle toujours les amis asiatiques me dire rien n'arrêtera la croissance asiatique et chinoise, sauf un virus, sauf si le virus revient. Et donc pour moi, quand il y a eu cette alerte rouge, ça a été immédiatement, les 6 prochains mois sont morts, c'est fini. Donc j'ai mis une alerte au PDG qui m'a regardé en me disant vous exagérez, vous paniquez Jean-Laurent, calmez-vous, etc. Et j'ai immédiatement demandé aux équipes d'acheter des stocks de masques dès le 19 janvier, de préparer un plan de continuité. Donc peut-être qu'à ce moment-là, c'est vrai, à la lecture, à ce moment-là, j'ai surréagi, mais c'était juste ce rappel du SARS qui, pendant 10 ans, revenait dans la tête. Et quand la nouvelle est tombée, ça a été pour moi l'alerte rouge immédiate. Donc sans revenir sur ce qui a été mentionné avant, oui, on a mis tous ces protocoles en place. Les procédures qui, pour moi, n'étaient pas la clé du succès pour faire redémarrer le business, parce qu'on a redémarré dès le 3 février avec des équipes en télétravail, évidemment. C'était le côté émotionnel, de gérer le côté émotionnel et donc de prendre du temps tous les jours d'appeler. Alors, on n'est pas énorme, mais on est une agence de communication. Sur 4 bureaux, on est 90 personnes. Et donc, prendre le temps tous les jours, 10 minutes, d'appeler chaque équipe, une par une, et leur demander des questions émotionnellement, comment ils allaient, comment était leur famille, où ils se trouvaient. Et donc, pour les rassurer et créer ce lien émotionnel qui fait que quand je leur ai demandé de faire une reprise assez rapide, on était une des premières agences à réouvrir, ils ont tous fait l'effort sans que j'ai besoin de pousser quoi que ce soit. Donc, c'est surtout ça que j'ai vu, au-delà des procédures, des protocoles qu'on a tous appliqués, ça a été de jouer cette carte émotionnelle, humaine, qui a fait qu'on a pu retourner dans le travail en février assez rapidement. Merci Jean-Laurent. Alors, Eric, je crois que tu as peut-être une slide à nous montrer. Oui, après. Alors, après, d'accord. Moi, l'histoire commence le 7 janvier. Je vais à Wuhan recevoir le prix du meilleur fournisseur d'un de nos clients, Fingu. Alors, Fingu fabrique des filtres électroniques pour Huawei et Nokia. Donc, on y va avec Richard, qui est un des commerciaux. On prend l'avion, on arrive à Wuhan, on prend le taxi, on rencontre des gens, on serre pas mal de mains, on visite l'usine, en fait, tout se passe très bien. Et puis, j'appelle un de mes actionnaires qui me dit « il y a une grippe à Wuhan ». Bon, ok. Alors, donc, on rentre. La semaine d'après, Pierre Gattaz, qui est le président de notre société, ancien président du MEDEF, et qui est aujourd'hui président de Business Europe. Alors, vous allez voir la catastrophe qui était éventuellement en cours. Alors donc, il vient 3 jours, je passe 3 jours avec lui à 50 cm l'un de l'autre. On a la partie annuelle, le 16 janvier, et là, comme d'habitude, je fais 500 campés avec les 500 employés de l'entreprise et quelques visiteurs français qui aiment bien venir à ce moment-là, parce que voilà, c'est sympa à ce moment-là. Et puis, alors après, là j'ai résumé, mais je pense que j'apporterai pas grand-chose par rapport aux autres. Comment ça fonctionne? Voilà. J'étais trop vite. Donc voilà, le 21, donc quelques semaines après, le 7 janvier, le gouvernement annonce cette épidémie.
Alors moi, je ne fais pas grand-chose. Je nomme une équipe pour s'occuper d'une task force. Donc j'ai mon directeur des opérations, excellent, qui a été coaché par Nicolas. Une DRH aussi, excellente. Et là, immédiatement, ils anticipent. Ils commandent 10 000 masques. Donc le 22. Ils contactent par WeChat tous les employés en disant « Attention, lavez-vous les mains, mettez des masques, etc. » Et on essaye de repérer, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont partis. On a des opérateurs donc qui rentrent dans les provinces. Il y en avait qui étaient dans le Roubaix et à Wuhan, et qui sont restés bloqués d'ailleurs. Ensuite, il y a les vacances du 24 au 30. À partir du 1er, voilà, alors là, on met les choses un peu plus en place sérieusement, donc ils travaillent pendant toutes les vacances, réellement. Je ne sais plus quand, en février, le gouvernement de Shanghai repousse la fin des vacances au 9 février. Et le 9 février, on a tout préparé, on a toutes les billes, etc. Donc, moi, j'y vais. J'y vais vers midi, et là, il y a la sécurité, et ils prennent la température. Alors, le type arrive, il me le met dans l'oreille. Bon, les choses n'étaient pas totalement au point, il me fait mal, et puis, je me suis imaginé que le lendemain, 200 personnes auraient eu le truc dans l'oreille. Donc, je lui dis, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça sur le front. Et donc, dès le 10, on a 165 opérateurs et du staff à l'usine, dans les bureaux. Et on redémarre. Alors, on peut redémarrer parce qu'on a beaucoup automatisé. Et ça permet, alors ça a permis aussi de marquer des points auprès des clients. On a reçu les félicitations, par exemple, du président du VP achat de Nokia, qui est un de nos clients. Ouais, oui, ils ont dit que vous êtes formidable, etc. On était blacklistés chez Ericsson. Et ils ont vu que nos clients, comment dire, américains, allemands et suisses n'étaient pas au point. Donc là, on rentre chez Ericsson. Aujourd'hui, il y a 3 ingénieurs de plus, d'ailleurs. Voilà, on installe des caméras. Slide suivante, je passe très vite. Je peux être bavard, n'hésitez pas. Faut pas. Et voilà autre chose. Et puis, en fait, il y a des gens qui sont en home office à partir du 10 février. Et là, moi, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu. Notre business model, en fait. On intègre la R&D avec de l'intimité client, avec du marketing, avec du développement de process, des prototypes. Il faut que tout le monde... On ne peut pas faire ça en distance. Donc, le 1er mars, je dis, tout le monde revient. Et tout le monde revient avec distanciation, masque, etc. Et puis, alors après, on met des posters, etc. Partout. Et à partir du 27, on teste tous les nouveaux staff. Et on a beaucoup de business, en fait, à partir d'avril, parce que Huawei nous passe des grosses commandes. Donc là, on embauche 80 temporaires, on embauche un directeur commercial, etc. Donc tous les nouveaux employés sont testés. Et puis, alors, on a des visiteurs qu'on laisse dans les parties à l'intérieur, mais là, on demande la green card, et puis voilà. Voilà comment ça s'est passé. Très bien, merci Eric. Et merci pour ces témoignages qui nous remettent dans une actualité qui n'est pas si éloignée que ça. Maintenant, sur le plan plus humain, j'aimerais bien savoir ce qui a été le plus complexe à gérer. Est-ce que... Qui veut commencer? Stéphane, Il y a 2 aspects humains qui ont été compliqués. Bon, une partie du staff, certaines personnes étaient mal à l'aise. Alors, pas forcément pour eux, mais ça pouvait être pour leurs parents, pour de la famille qui étaient coincés. Donc, c'était de l'indirect. Et avec ce grand sentiment d'impuissance de pas pouvoir dire, de pas pouvoir les rassurer, de pas pouvoir dire ça va bien se passer, avec cet inconnu et puis ayant absolument aucune compétence médicale ou épidémiologique. Donc juste de leur dire on est là, faites au mieux, on est là pour vous aider, mais malheureusement on ne sait pas ce qui va se passer. Ça c'était le premier élément. Et le deuxième élément, c'était les enfants à la maison. Qui étaient compliqués à gérer pour pas mal de nos employés. Surtout, alors, j'ai pas fait de statistiques, mais je crois que c'était surtout les 5-10 ans qui ont eu, on les voyait passer, hein, on voyait passer des chats, des chiens, des enfants, on a vu tout passer dans les meetings. Et j'ai vu les enfants devenir de moins en moins faciles à gérer pour les employés, et les employés essayaient d'être professionnels et essayer de dire voilà, je suis dans un meeting, attends, papa va venir ou maman va venir. Et j'ai vu que c'était vraiment très difficile à gérer, et j'ai vu ce stress monter.
qui a eu parfois des impacts business, enfin, des impacts sur sur leur comportement et qui les a mis dans une situation de tension extrêmement difficile pour eux. Donc, voilà, mon fils est plus âgé que ça, donc il s'est plutôt auto-géré. Donc c'était ces deux éléments-là. C'était d'abord une crainte sur la partie sanitaire, et après c'était la gestion des enfants qui sont restés informés pendant 4 mois avec des Zoom calls avec des profs qui n'étaient pas forcément tous au niveau. Donc c'est ces deux éléments-là que je retiens qui ont créé de la tension et sur lesquels j'ai essayé d'avoir de l'empathie, mais quand même demander des résultats. Ce qui était aussi une tension à mon niveau. Voilà. D'accord, merci. La gestion des enfants et des chats, c'est ça, non? Ceux qui passent dans le... Les chats, les chiens, ça a été ça. Ça allait? Ok. Xiaohua, de ton côté, quel est, à ton avis, quels ont été les points les plus complexes à gérer en termes humains? En fait, pour ADO, on trouve que l'inquiétude de l'équipe, c'est quand même très important parce qu'avec la crise, tout le monde est un peu perdu en fait. Nous, c'est comment mettre le lien entre les collaborateurs. C'est très important. Donc nous, on fait beaucoup de réunions ensemble. C'est avant c'est des réunions, c'est presque une fois par mois. Mais pendant la crise, on fait 2 fois par semaine et même les week-ends, on doit travailler dessus pour trouver des moyens, pour connecter l'équipe, pour vraiment assurer que tout le monde est connecté, le tout que l'entreprise comment dire, s'occupe de et aussi, on crée pas mal d'activités et les projets professionnels. En fait, on a continué tout notre plan. On n'a pas arrêté. Par exemple, chaque année en février-mars, c'est notre période pour faire les bilans humains. En fait, c'est pour faire le développement, mesurer, évaluer personnel. Donc, on a continué, mais on a changé la façon. Avant, c'est physique et maintenant, c'est télétravail. En Google Meet, tout le monde est connecté. Donc, l'effet, c'est aussi très bien passé et tout le monde trouve que on se progresse. On a toujours des choses à faire. On est toujours ensemble. Et deuxièmement, je suis d'accord pour les enfants parce que c'est quand même difficile pour les écoles. Comment les s'occuper. Donc, on a créé des opportunités pour tous les employés pour rester un peu à la maison, pour travailler et aussi pour s'occuper des enfants, même les personnes âgées. Euh, En plus, nous, c'est vraiment deux extrémités. En février et mars, c'est en Chine. Et après, tout d'un coup, c'est explosé en Europe. Donc, nous, on a plein de BU en différents pays, en France, en Espagne, en Italie, et après en Russie. Donc, c'est tout d'un coup, ça a changé. Donc, il faut vraiment, pour l'équipe, il faut comment le business et le magasin, la vente dans notre magasin, et il y a pas mal de magasins qui sont fermés en début avril, fin mars. Et après, quand les magasins peuvent être ouverts, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc, on a créé pas mal de réunions, d'échanges, caféiers, etc., pour échanger, pour partager des informations très transparentes. Comme ça, au moins, on est aligné sur les nouvelles progrès ou la situation même difficile. Même on a annoncé aussi même les finances, les figures, les données finances dans notre workplace pour que 120 000 collaborateurs peuvent savoir la situation de tout groupe. Donc, je trouve que même si parfois les infos, c'est pas vraiment top ou positive, mais c'est de vraies données. Et tout le monde soit être conscient de la situation et après, on trouve des moyens ensemble. Donc Voilà. la transparence. Mais ces réunions dont tu parlais, que vous avez fait en Chine, c'est des réunions donc virtuelles qui regroupaient les 200 employés de ADO Asie-Pacifique ou seulement certains chefs de service? Comment ça Non, se faisait? c'est tout le monde. C'est tout le monde. Même notre bureau au Vietnam, on a 10 personnes là-bas.
Donc, on est connecté par Google Meet, par même WeChat, même l'autre divers moyens Zoom. Donc, Lifesize aussi pour travailler ensemble. D'accord. Ok, merci. Jean-Laurent, tu as un peu évoqué tout à l'heure, mais l'aspect humain, mais si tu as autre chose à ajouter, Oui, sinon. en fait, je trouvais qu'il y a une vraie différence parce que nous, on a 4 bureaux, donc un à Hong Kong, un à Shanghai, à Pékin, Macao et un relais à Tokyo. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment une dichotomie entre tous les bureaux dans la gestion. Je trouvais que celui de Shanghai, c'est celui qui a fonctionné le mieux. Ça a été la ville même qui a géré, je trouve, assez facilement la crise avec beaucoup de flexibilité. Il n'y a pas eu un confinement hyper dur, ce qui a permis quand même pas mal de flexibilité. Nous, on a réouvert les bureaux physiquement avec 100% du staff à Shanghai dès le 24 février. On était en télétravail depuis le 3 février. À Hong Kong, ça s'est passé bien. Et depuis, on a eu 3 vagues de reconfinement à chaque fois où je trouvais même une surpanique des décisions auxquelles on n'avait pas trop le choix, des équipes qui l'imposaient. Donc je trouvais même que les équipes ont mieux géré ça. Alors à Pékin, c'était autre chose, mais c'est près du gouvernement, donc là c'était beaucoup plus direct. Il n'y avait pas de flexibilité de décision pour décider quoi faire. Et donc je trouvais que Shanghai a été un modèle de gestion, au-delà de la société, hein, par rapport à la ville. Après, sur l'échange par rapport à Paris, j'ai trouvé amusant, moi, c'était que ils ont repris tout le modèle que j'avais à partir de février-mars, et puis ils ont appliqué à la lettre pour mars, avril, mai, en disant bon, ben, on va suivre ton plan puisque ça a bien fonctionné. Et donc ça leur a servi. Et nous, sur les 90 collaborateurs qu'on a en Asie-Pacifique, il y a eu 3 cas difficiles. Alors, j'ai pas été très flexible sur ce plan-là. Comme tu le mentionnais tout à l'heure, à un moment donné, j'ai déterminé qu'il fallait une reprise et qu'on gérait une équipe et pas des individus. Et que s'il y avait une équipe, notamment celle de Shanghai, qui jouait le jeu à 100%, tout le monde devait jouer le jeu. Et que même si on pouvait écouter chaque individu avec chaque problème de gestion de peur personnelle, irrationnelle, à un moment donné, il fallait faire des choix aussi. Donc, on a eu 3 cas difficiles et ces 3 cas, c'était des créatifs. Donc, nous, dans notre business, le luxe, la création, c'est des égos. Hein, on gère de l'ego. Donc, des créatifs, ça se gère difficilement. En période de crise, encore plus difficilement. Donc, c'était 3 créatifs expatriés, hongkongais, français, américains, qui ont été difficiles à gérer. 2 où, à un moment donné, comme je disais, ça a été, à un moment donné, il ne fallait plus être flexible. C'était, écoutez, si vous décidez, on accepte votre décision et on vous accompagnera sur ça. Mais dans ce cas-là, vous prenez leave of absence et là, tout d'un coup, en 24 heures, ils étaient retournés à Shanghai, puisque moi, mon but, c'était, dès février, on rouvre les bureaux physiquement. Et si toutes les équipes de Shanghai et Pékin faisaient l'effort, il n'y avait aucune exception à faire. Personnellement, moi, j'ai fait l'effort dès fin janvier de rentrer immédiatement en Chine pour être près des équipes et pour montrer l'exemple. Et donc, je demandais la même chose aux équipes. Il y a eu le dernier créatif qui a été un peu compliqué à gérer, qui était une hongkongaise et qui est notre meilleure créative qui travaille sur les plus gros projets de luxe. Et donc, il a fallu l'accompagner différemment. Et elle avait vraiment elle jouait pas la carte de la crise pour en sortir quelque chose. Elle avait vraiment une peur irrationnelle. Donc, on a essayé de l'accompagner, mais dès fin février, elle était de retour à Shanghai pour travailler parmi nous. Voilà. Ça a été les 3 moments un peu compliqués humainement à gérer. Très intéressant. Si je peux apporter un complément d'information sur Hong Kong avant de laisser la parole à Eric, parce que je suis à Hong Kong depuis quelques mois. Merci maintenant. Eric. Les Hongkongais ont été psychologiquement ultra affectés par le SRAS en 2003, puisqu'ils ont eu quasiment 35-40% des morts, je crois que quasiment 400 morts à Hong Kong en 2003. Et moi, je le vois ici au quotidien parce que j'y suis assez régulièrement à Hong Kong. Les gens continuent à en parler et de cette expérience qui les a vraiment marqués. Sachant que, comme vous le savez, à Hong Kong, vous avez des concentrations humaines extrêmement importantes. Et quand on va dans les bureaux, quand on visite des clients et autres sur Hong Kong, on passe aussi comme à Shanghai ou ailleurs en Chine à travers différentes étapes de prise de température, pour pouvoir y accéder. Donc tous les Hongkongais que j'ai rencontrés et tous les expatriés qui vivent à Hong Kong depuis assez longtemps et qui ont connu le SRAS sont vraiment marqués par cette expérience. Et là, depuis quelques jours, il y a eu un retour de cas à Hong Kong.
On parle de plus d'une centaine de cas nouveaux qui sont en général d'ailleurs des cas importés. Et importés par qui? Par du personnel navigant étranger qui n'a pas été testé et qui après visiblement s'est répandu dans la nature, dans les marchés, etc. Et donc le surcroît de cas à Hong Kong, donc avec des mesures qui ont été prises ces derniers jours assez drastiques. Voilà. Eric, je te laisse la parole et puis je voulais juste vous apporter ce petit éclaircissement local. Merci. Merci Eric. Donc, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça n'a pas été un défi, pas de difficulté particulière. Dans un pays bien organisé, tout était bien cadré, il y avait des masques, il y avait du gel, il y avait tout. Donc, de ce point de vue-là, pas de difficulté. Et j'ai une très bonne équipe, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé de mon point de vue. Alors, je ne dirais pas la même chose de l'Inde, dont je m'occupe, du Japon, où j'ai été d'ailleurs fin février, j'étais halluciné par ce que je voyais, parce que le virus était là, on le savait, mais les Japonais voulaient faire les Jeux Olympiques. Donc, as usual, voilà, c'était la belle vie, comme d'habitude, etc. Et d'ailleurs, donc fin février, il n'y avait plus de masques au Japon. Et mon fils qui était venu me voir, alors il vit au Japon, m'avait ramené 300 masques, je lui en ai ramené 200, parce qu'il y en avait en Chine. Donc voilà, ça n'a pas été une difficulté. Antoine, j'ai mon collègue Antoine qui s'occupe, lui, des pays du sud-est asiatique, de Taïwan, de la Corée, de l'Australie. Tu peux peut-être ajouter, c'est plus compliqué ailleurs que la Chine, ça a été facile. Non, mais tout a été déjà partagé sur quelques régions. C'est vrai que là, il y a un regain sur Hong Kong. Taïwan, comme s'il n'y avait rien eu, business as usual. Et puis après, c'est au cas par cas. Par exemple, on travaille par exemple avec des clients comme Samsung où ils ont des cas de Covid qui arrivent par-ci par-là. Donc, les visites sont interdites d'un jour à l'autre. Donc, c'est vraiment à prendre au cas par cas. On appelle ça des clusters. Et chaque pays en a dans la région. Donc, merci bien. Alors, on comprend bien que cet aspect humain a été quand même une priorité pour chacun d'entre nous sur la gestion des équipes. Est-ce que, là, la question maintenant, ce serait de savoir comment est-ce que vous avez adapté votre façon de travailler, que ce soit en interne ou avec vos partenaires, clients, fournisseurs, etc. Qui veut commencer? Eric. Je veux bien commencer parce que ça va être rapide. Pas d'adaptation particulière ici en Chine. La différence, mais ce n'est pas forcément contre-productif, on a moins de visites du siège de France, même 0. Voilà. Alors, on fait un peu plus en conf-call avec eux, mais à part ça, on travaille, j'ai expliqué, c'est le business model, on travaille en équipe, en intimité client aussi. Donc, pour nous, il est très important de conserver un contact face-to-face, je perds mon français, face à face, pardon. C'est pas du snobisme, c'est vraiment peut-être Alzheimer, je ne sais pas. Mais voilà, donc face à face, en particulier des dîners. On a reçu la patronne des achats de Huawei, restaurant, etc. Donc tout ça, on a conservé. J'ai pas approfondi cette question du numérique et on a déjà des outils, mais voilà, il n'y a pas eu beaucoup plus. Nous, on avait mis en place en 2019 un nouveau système IT puisque pour être CSR compliant. Donc, au niveau timing, c'était bien parce qu'on venait de le déployer décembre 2019, novembre-décembre. Donc, on est rentré dans la crise avec tout un système parfait pour télétravail, vidéoconférence, où je me suis même posé la question avant le 24 février si ça valait le coup de continuer d'avoir un bureau puisque ça fonctionnait tellement bien. Et non, mais c'est une vraie réflexion parce que nous, on est dans un travail, une industrie où tout est sur le cerveau. Et j'ai vu que les équipes travaillaient très bien. On faisait des réunions régulières. Ça leur a donné une autonomie énorme. Il y a eu beaucoup moins de micromanagement du middle management. Donc, ça a permis d'identifier justement des meilleures façons de travailler.
Donc, je me suis même posé la question si le bureau dans des industries comme nous était essentiel. Et en fait, au bout du compte, oui, parce que quand on fait venir du nouveau staff, il faut recréer cette cohésion. Donc, pour ça a tout son sens. Mais du coup, ça pose la vraie question de dire à quoi sert un bureau, en fait. C'est simplement créer une cohésion pour les nouveaux arrivants au sein d'une équipe, parce que sinon, on pourrait facilement travailler sans bureau. Et donc ça, c'était à peu près les outils. Et sur la question, c'est vrai que pendant la crise, on n'a pas eu trop de présence de Paris. Par contre, après, ils ont été beaucoup plus présents pendant le confinement. Du coup, surveiller justement ce qu'on faisait. Donc ça, c'était l'autre épisode qui a suivi. Et est-ce que vous avez changé la façon de travailler avec vos clients ou est-ce que tu voudras en parler un peu plus tard? Oui, non, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, nous, les projets ne sont pas du tout arrêtés. Parce que fin janvier, je me suis dit, réellement, quand je vous ai décrit tout à l'heure la situation, je pensais qu'on allait avoir un arrêt total des activités pendant 6 mois. Ça a été, pour moi, c'était ça. Parce que nous, on a une partie événementielle, mais c'est que 20% de notre business. J'ai fait une transformation depuis 4 ans sur le digital qui représente 50% de notre business. Donc, je savais que le digital allait être maintenu. Mais après, on a beaucoup de création de contenu. On fait tous les vidéos, photoshoot pour les grandes marques de luxe. Donc, tout ce que vous voyez en Chine déployé. Donc là, je me suis dit, forcément, ça va s'arrêter. Et en fait, oui, alors ça ne s'est pas arrêté parce que les marques ont continué à investir. Donc, elles ont annulé absolument aucun projet au mois de février. Donc, on a dû travailler énormément en février. Et en mars, comme je disais, Shanghai a été un modèle parce qu'on a pu mettre en place des studios avec des protocoles spéciaux, mais on a pu créer des shootings, des vidéos pour des grandes marques que vous connaissez. Et donc même Paris a suivi l'exemple derrière, puisque même Paris, à l'heure actuelle, ne peuvent pas créer des créations de contenu pour ces marques. Donc on a récupéré du business. Donc pour nous, on est en forte croissance sur ce plan-là parce que on travaille beaucoup avec le Japon aussi. Donc toutes les marques japonaises, les marques européennes qui ne peuvent pas shooter actuellement nous demandent de prendre le relais ici en Chine. Donc pour nous, c'est même une belle opportunité qui n'était pas le cas quand j'ai vu la situation commencer en janvier. Donc, et notamment sur ces modèles-là, par exemple, quand on travaille avec Paris ou le Japon pour création de contenu, des shootings vidéo, on fait des live streams. Donc, il y a l'équipe japonaise qui est à Tokyo, qui suit le tournage pendant une journée sur live stream et qui nous indique, qui valide si le shoot qu'on a fait est bien, etc. Et on s'aperçoit les marques s'aperçoivent que non seulement ça fonctionne vachement mieux, parce que ces marques-là, avant, avaient l'habitude de shooter pour le marché chinois en dehors du marché chinois, donc étaient moins adaptées, que les équipes chinoises, ils s'aperçoivent qu'elles sont aussi hyper rapides, qu'elles peuvent valider, et qu'elles n'ont pas besoin d'envoyer toutes leurs équipes de France, d'Europe, du Japon aussi, qui leur réduit des coûts. Donc tout d'un coup, il n'y a que des points positifs dans ce fonctionnement. Très bien, c'est intéressant. Pour nous, il n'y a pas eu énormément de changements. Quand les équipes sont retrouvées chez eux à travailler, je crois qu'ils sont appelés un petit peu plus souvent. Donc chez nous, les équipes ont l'habitude de se synchroniser tous les matins sur une réunion qu'ils font debout sur chaque projet. Je crois ils ont dû s'appeler 2 fois, ou ils ont senti d'eux-mêmes le besoin de s'appeler plutôt 2 fois ou 3 fois dans la journée. Un élément important, et je vais faire écho à ce que disait Jean-Laurent sur le fait que ça aurait été difficile d'intégrer des nouveaux arrivants. Ce qui se passe chez nous, c'est que on a fait le calcul en début d'année, les gens ont une moyenne d'ancienneté de 6,2 ans. Donc, c'est des gens qui se connaissent, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, se retrouver projetés chez eux, en fait, la confiance était encore là, les habitudes de travail étaient là, les outils IT étaient là, on serait mal placé si on les avait pas. Donc, ça s'est bien passé, ça s'est vraiment bien passé. La productivité était au rendez-vous. Après, je crois qu'on a mis beaucoup plus de temps à retourner voir les clients. Et pourtant, il y a eu des contacts. Donc, tout ça a été… au début, l'idée, c'était de toute façon, ça va être compliqué. On ne pourra pas rentrer dans les bureaux. Il y aura des contrôles, il faudra les autorisations. Et en fait, je crois que les équipes se sont senties bien au bureau une fois qu'ils étaient de retour. Se sont rendus compte que s'ils préparaient bien leur réunion, il n'y avait plus le taxi pour y aller, le taxi pour revenir, et ça pouvait être plus efficace. Donc, il a fallu pour le coup… on n'a pas forcé les gens pour qu'ils reviennent au bureau. J'ai dû les pousser un petit peu pour retourner voir les clients. Mais les projets étaient là, les projets continuaient à arriver. On a même récupéré des projets qui n'étaient pas forcément pour nous, mais comme les équipes étaient là et on n'a pas du tout ralenti la cadence et de manière étonnante, certains de nos concurrents, je ne citerai pas de nom, n'ont pas été aussi agiles. Finalement, on a récupéré des projets grâce à ça. Voilà, donc
sur le plan opérationnel en production, très très peu d'impact, même quand les gens même quand 100% du staff était à la maison. Et par contre, les clients, il a fallu retourner les voir doucement, gentiment, ce qui n'a pas empêché, de continuer à les servir correctement. Ouais. Merci. C'est au revoir. Et enfin, nous, comme j'ai déjà mentionné, on a utilisé Google Meet pour faire le télétravail. Et vraiment, on a lancé dans le monde entier le Google Meet depuis novembre 2019. En fait, ça tombe bien. Sinon, ça sera très, très difficile pour tout le monde. Donc, ça aide beaucoup. Et pendant la période de confinement en Europe, surtout en France, parce que nous, on a beaucoup de projets, il faut travailler, coopérer avec l'équipe de marché. Donc, ça veut dire le workload en avril, ça a beaucoup diminué. Donc, notre bureau d'achat commence à s'adapter à la situation avec ce changement. Donc, pour ne pas vraiment influencer la vie de tous les collaborateurs, donc on a appliqué pour avancer un peu les congés payés. Par exemple, on a 20 jours, 10 jours. Donc, pendant la période en avril, donc on a avancé un peu les congés pour balancer un peu le timing. En même temps, ils peuvent prendre ces temps-là pour accompagner leurs enfants aussi en avril. Donc, on a vraiment passé la période, un mois entier, très, très, très difficile ensemble. Et après, le travail avec les fournisseurs. Bien sûr, c'est limité tous les voyages business trip. C'est limité. Même les recevoir dans notre bureau, c'est interdit en fait. En avril, en mars. Donc, comment avancer les projets? C'est plutôt par aussi télétravail. Mais en avril, et c'est vraiment le contraire en février. En février, on a poussé les fournisseurs pour livrer les produits. Et après, fin mars, on a dit on va annuler les commandes. Ils ont dû être contents. On va arrêter un peu les livraisons. Donc, comment faire? Vraiment, il faut expliquer, partager les informations très transparentes pour aligner la situation ensemble. Et nous, parce que les fournisseurs, il y en a pas mal qui sont les partenaires. Donc, on a créé les partenariats, même si c'est difficile, mais à la fin, ils ont vraiment coopéré pour être agiles, pour passer les commandes ou annuler les commandes ou retarder les commandes. En fait, pour attendre plus tard. Ils peuvent stocker dans leur entrepôt en Chine. Et voilà, c'est pas facile, mais on essaie de faire mieux. Et d'un point de vue pratique, comme c'est un bureau d'achat, un bureau de sourcing, vous avez passé votre temps à un moment donné à faire du trading de masques, soit pour le groupe, soit pour même d'autres clients en France ou en Europe? Oui, et pour les masques, parce que nous, on a des produits de PPE, protection. Donc, on a pas mal de stock. Parce que dans l'usine, on a ce stock de notre MDH texte. Donc, on a pris... C'est quoi MDH? C'est une private label. OK. Donc, on a repris tous ces stocks dans notre fournisseur. Donc, on a utilisé nous-mêmes. Et en même temps, on a donné pas mal à Nestlé et aussi on a envoyé à Ronchin, au BU, en France, à Lille, et aussi en Russie, en Italie, même en Espagne, pour aider notre collègue là-bas. Quand tu dis vous avez donné à Nestlé, vous avez vendu, non, à Nestlé? Oui, c'est plutôt... Bien. Venons-en maintenant à aujourd'hui. Quelle est la situation pour votre entreprise aujourd'hui? Ça peut être, vous pouvez nous répondre sur différents plans, comme un peu vous souhaitez. Est-ce que c'est en termes de niveau d'activité, en termes de morale des troupes, en termes de
de difficultés qui existent encore et qui sont peut-être liées davantage avec, avec ce qui se passe en Europe. Voilà, ce type de questions. Alors, on commence par qui? Jean-Laurent? Allez. Alors sur l'activité, il va falloir beaucoup d'humilité parce que c'est une année difficile, mais les 6 premiers mois sont très positifs. On verra les 6 prochains. Je pense que c'est une année où on pilote à vue, donc il faut y aller doucement. Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on a récupéré beaucoup de projets justement des pays externes, la Chine étant le marché le plus stable en ce moment. Donc 2019 était une des meilleures années pour nous dans le groupe, donc on partait de loin et cette année on est toujours en croissance, donc c'est très positif. Tout nous indique qu'on va finir une année en croissance, mais les 6 prochains mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est une grande question. Donc avec beaucoup d'humilité, on va attendre parce que tout peut changer, même si ce n'est pas relié au virus, ça peut être impacté sur d'autres choses. Sur le moral des troupes, moi je suis fasciné. Je suis fasciné de mes équipes à Shanghai. Ça fait 5 ans que je suis derrière elles. J'avais beaucoup de points d'interrogation sur pas mal de sujets. Et puis, je ne sais pas si c'est cette crise qui les a révélés à eux-mêmes, mais il y a eu un déclic. Alors, je parle personnellement, hein. Et justement, je le fais en comparaison par rapport aux autres bureaux qu'on a, hein. Je n'ai pas vu ce déclic à Hong Kong, justement. Mais ils ont d'autres sujets à traiter, d'autres problèmes aussi peut-être. Mais j'ai vu les équipes à Shanghai ont explosé quoi, en termes de capacité de travail, de création, d'autonomie, de prise d'initiative. Après, on a entamé de nouveaux projets d'innovation. Donc, on a fait justement ces shootings en live stream. On a créé des nouvelles plateformes live stream qu'on a lancé il y a 3 semaines, le Smart Player. Donc, vous avez pu voir le dernier défilé Chanel. Donc ça, c'est une innovation qui est venue du bureau de Shanghai pour le bureau de Paris, où Chanel avait lancé son premier lancement défilé en digital. Et puis, on est en train de travailler sur d'autres sujets pour la collection de septembre-octobre avec la Fashion Week qui est annulée à Paris. Donc là, ça nous oblige, nous, à repenser tout notre métier. Donc je trouve que c'est des moments fascinants. Alors, ils sont difficiles, ils sont en même temps fascinants parce que dans le métier de création, c'est à ces moments-là où on meurt, où on innove. C'est noir et blanc, hein. Il n'y a pas l'entre-deux. Et c'est là où c'est excitant. Et je trouve ça, tous les matins, je vais au travail, je trouve cette excitation avec les équipes qui le sentent, qu'il y a ce changement, il y a des choses à créer, il y a des choses qui vont se détruire aussi, hein. Donc, comme je disais, nous, on a une grosse partie qui est événementielle, donc moins en Asie-Pacifique. J'avais fait cette transformation depuis 3-4 ans. À Paris, ça représente plus de 40% du chiffre. Donc, la partie événementielle, ça a un gros impact sur le groupe à Paris, puisqu'on fait 150 défilés par an. Donc, d'où l'importance, dès le mois d'avril, d'avoir créé ce nouveau Smart Player qui est je ne peux pas en dire plus sur le détail, mais c'était un nouveau mode de créer ces Fashion Week, ces Fashion Shows sur le digital et créer une interaction pour les marques. Et donc, on a lancé les premiers modes et ça a eu un super succès. Et notamment sur le marché chinois où le consommateur chinois sont friands de ça. Donc, tous les live streams que vous avez pu voir, on voit cette transformation qui s'accélère. Donc, rien de nouveau sur l'horizon, mais une grosse accélération de toutes les tendances qui étaient déjà là. Et donc, c'est ce qui permet à nous d'aller de l'avant. Donc, pour l'instant, je suis très positif sur les 6 prochains mois. Je suis assez positif sur l'année, mais encore avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'on attendra décembre parce que les 6 prochains mois risquent peut-être d'être difficiles, pas au niveau du virus, mais de tensions économiques qui peuvent se dresser. Je suis curieux dans les défilés, il y a l'audience grand public qui va voir les versions vidéo par la suite, mais en temps normal, il y a surtout des VIP qui sont invités, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à garder cette espèce d'exclusivité pour ces gens VIP si ça se passe en ligne, à moins que ce soit confidentiel? Je ne vais pas nommer la marque, mais on a créé un premier événement digital en avril. Pour une marque que vous connaissez très bien de mode en Chine. Et donc, eux, ils voulaient créer une sorte de pop-up store pour faire venir leur VIP. Seulement, ce n'était pas possible de faire le pop-up. Donc, l'idée, ça a été de créer ce pop-up en studio, de faire un live stream de ce pop-up avec des KOL, des célébrités, de présenter donc la nouvelle collection de cette marque en live stream exclusive. Donc, c'est de créer une plateforme, un format, mais de le rendre exclusif au VIP. Donc, le VIP qui, de toute façon, ne voulait pas se déplacer.
avait accès chez lui à la présentation privée depuis son ordinateur ou son mobile, comme il souhaitait, la présentation de la connexion pendant 2 heures, avec en plus la connexion directe des KOL influencers, donc un meilleur contact avec la marque, une expérience. Au début, la marque nous a briefé sur ce projet, on est venu avec ce format, pensant que c'était juste pour créer du lien émotionnel avec les clients. On ne s'attendait pas à des ventes, et ils ont tout vendu. Donc, autant vous dire que ça veut dire que nous, ça nous remet en question en disant, donc il y a un de notre business qui est mort. L'événement est terminé. Et ce qui était déjà un peu le cas, parce qu'il y a eu les 20-30 grandes années de l'événementiel. On était dans l'âge d'or de l'événementiel. Mazarine a été un des créateurs d'événementiel, puisque la mode en image a été les créateurs des premiers défilés de mode dans les années 80, enfin le format qu'on connaît aujourd'hui du grand défilé de mode. Donc nous, on fait partie de la naissance de tout ce travail, de ce chemin. Et c'était déjà là, en fait. On pouvait, même si depuis 5 ans en Chine, il y avait des grands événements et on a joué toute la carte dessus, on pouvait voir déjà une tendance. Et là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est juste une accélération qui fait que ces formats d'événementiel vont se transformer en digital. L'événement sera toujours là, mais il va changer, il va se transformer, il va être déployé autrement. Passionnant. Merci, Jean-Laurent. Eric, est-ce que tu veux parler de la situation de l'entreprise aujourd'hui en Chine et en Asie? Oui. Merci. Donc, Radial, au niveau mondial, alors je résume le business de Radial, la moitié du chiffre d'affaires, c'est l'aéronautique civile, avec 2 gros clients, Boeing et puis Airbus. Et en particulier, quasiment à 100%, ce sont les gros avions. C'est-à-dire que c'est le 787, l'A330 et l'A350. Alors, je disais que le business model est peut-être mort. Aujourd'hui, il n'est pas en pleine forme, hein, très clairement. On prévoit sur la zone Asie, parce que là, je vais peut-être pas m'engager pour le groupe, mais sur la zone Asie, moins 40 à moins 50% cette année sur le marché donc aérocivil, parce que nous avons des CEM, dont Antoine s'occupe d'ailleurs, qui sont à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande. CEM? Des CEM, Contract Equipment Manufacturers. Donc, c'est Sanmina, Celestica, Plexus, etc. Ils font des équipements pour Thales, pour Airbus, pour Honeywell, etc. Tous les grands donneurs d'ordre du domaine. Donc là, cette année, donc, moins 40, moins 50, et l'an prochain, peut-être moins 80% par rapport à 2019. Donc, on le sait, on le lit, hein, l'aéronautique civile est en grande difficulté aujourd'hui parce que il n'y a pas de passagers, il n'y a pas d'avions dans le ciel et que les compagnies aériennes n'ont pas les moyens d'acheter de nouveaux avions. Voilà. Alors, c'était une bulle en réalité. Hein, quand on regarde après coup, on pensait que pour les 20-30 prochaines années, on aurait un super business. En réalité, les compagnies aériennes plaçaient des commandes pour avoir un spot. Les carnets de commandes étant complètement gonflés, ils se plaçaient sans savoir s'il y avait besoin des avions. En réalité, il n'y a pas de besoin. Donc ça, c'est le domaine aérocivil. C'est quasiment la moitié du chiffre d'affaires de Radial au niveau monde. Ensuite, on a l'activité spatiale, les satellites. Alors là, c'est une très bonne année, c'est cyclique. Donc une année sur deux, c'est bon, il y a beaucoup de satellites, il n'y a pas de satellites. Donc là, on est très actif, c'est fabriqué en France. Et l'activité télécom qui est centrée en Chine et sur l'Asie, on a 60 ingénieurs dans ce domaine-là. Cette année, on a subi 3 chocs. Le premier, enfin celui dont on parle aujourd'hui, c'est le Covid, donc il a créé quand même des problèmes. Le deuxième, c'est la transition de la 4G à la 5G, des réseaux. Et notre plus gros client, ZTE, on l'a plus ou moins perdu sur la 5G. On revient, mais voilà, ça s'est mal passé. On est revenu chez Huawei là-dessus, et alors là, les marges sont très très basses. Ericsson, on rentre, donc c'est pas mal. Samsung, on est un petit peu dehors. D'ailleurs, c'est un des objectifs d'Antoine, hein, de revenir chez... J'en profite. Et puis Nokia, bon voilà, Nokia qui est pas en grande forme non plus aujourd'hui. Alors, moi, je prévois en gros moins 15% cette année sur les télécoms. On s'en sort pas mal.
comparé à d'autres secteurs. Par exemple, la restauration sur Jing'an, moins 40%, 40% des restaurants auraient fermé sur Jing'an. Donc, vous voyez, c'est pas brillant. Donc les télécoms, voilà. Et puis l'an prochain, ça devrait repartir parce que les réseaux, les investissements sont. Alors, je n'ai pas parlé du troisième choc, c'est le choc justement. Voilà, c'est pourquoi c'est très mauvais. Enfin, c'est moins bon que prévu. C'est le choc Trump. C'est-à-dire que Trump, on a battu nos records de vente en avril et en mai, et puis tout d'un coup, il y a Trump qui dit plus de composants électroniques pour les Chinois. Donc Huawei s'est arrêté brutalement de fabriquer. Enfin, on ne sait pas. C'est pas très clair. Et c'est reparti là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs choses. Ils ont changé d'histoire, de version de l'histoire à chaque fois. Alors, au début, ils ont dit pas de problème, on est en train juste de réorganiser la production, les calendriers sont changés, et ça va repartir. 15 jours après, c'était on a 2 années de stock devant nous, donc pas de problème. Et puis après, et ça je ne sais pas, c'est le gouvernement chinois aurait arrêté les déploiements de la 5G à fin juin. Ils ont dépensé 15 milliards de dollars sur les 6 premiers mois. Qui a la 5G? Qui se sert de la 5G dans la salle? Vous voyez, bon. Qui prend l'avion? C'est parce qu'il est à Pékin, lui. Non, mais je veux dire, voilà, les études de marché, ça peut être rapide. Qui utilise l'avion? Vous voyez, personne. Aussi, pour aller à Pékin. Qui a la 5G? Il y a une personne à Pékin. Donc, vous voyez, tout ça est compliqué. Et une des premières conclusions, c'est que rien n'est acquis. Pour l'aérocivil, on pensait que c'était bon pour les 30 prochaines années. Et voilà. Les arbres ne montent pas au ciel, comme on dit. Mais c'est une crise hyper violente, là, parce que moi, j'avais vécu en 2000, j'ai failli boire la tasse, d'ailleurs, au Japon avec ça, c'était la crise des télécoms. On disait, on n'avait jamais vu de crise économique, financière, etc., aussi rapide, violente, profonde. Et puis là, je pense que on est dans quelque chose d'encore plus terrible. Merci Eric de nous rappeler qu'évidemment, il n'y a pas que le Covid comme risque inhérent dans cette période et qui rendent les choses si difficiles à gérer. Oui, exogène, oui. Oui. Exogène aussi. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation pour ton entreprise, comment tu vois les choses? Alors, pour System in Motion, le début de l'année est plutôt, on est stable en fait. On a des clients en difficulté, donc on essaie d'aider, et en même temps des clients qui ont continué leur projet. On a la chance d'avoir la fidélité de nos clients, un portefeuille de clients qui est stable depuis des années avec des relations long terme. Donc ça nous a permis de garantir le début, les 2 premiers mois de l'année. Effectivement, comparé à d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs qui ont eu des chutes de chiffre d'affaires de 50 à 90%, on considère qu'on était plutôt protégé. Et ce qu'on sent, on sent un basculement déjà depuis quelques mois sur l'accélération de la transformation numérique. On entend parler de transformation numérique depuis des années, avec des questions. Pourquoi on fait la transformation numérique pour rester compétitif sur le marché? Si vous le faites pas, il y a des startups qui vont venir. Donc il y avait tout ce discours qui était plus un discours de consultant, qui était un discours de vision, de stratégie long terme. Aujourd'hui, c'est l'action. La transformation numérique, il faut la faire. Personne ne se pose de questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel tous mes magasins seraient fermés pendant un mois? C'est plus une question. Est-ce qu'il y a un scénario où mes commerciaux B2B peuvent plus rencontrer les clients en face à face? C'est plus une question. Donc il y a à l'esprit tous ces scénarios qui étaient des scénarios à risque faible d'occurrence qui sont arrivés. Et donc des sociétés ont été projetées dans cet environnement. Ce qui s'est fait parce qu'il fallait faire très rapidement, donc les sociétés ont monté très très rapidement des solutions, ont adopté ce qu'ils avaient sous la main, un Zoom, un WeChat, un truc. Et là maintenant il y a besoin de consolidation, il y a besoin de réintégrer tout ça dans le système d'information. Donc c'est sur ces sujets-là qu'on travaille aujourd'hui. Parce qu'on sent qu'il y a ce besoin sur le marché. Parce qu'une des leçons que moi je tire du Covid, c'est où est la demande.
Voilà. Où est la demande? Donc, il y avait de la demande sur les masques. Hop, on a fait des masques. Là, il y a de la demande sur ces sujets-là. Il faut vraiment être positionné sur ces sujets-là, parce que c'est là vraiment la demande qui tire tout. Il y a besoin de live stream. On fait du live stream. Il y a besoin de ces sujets-là. Voilà. Donc, potentiellement, comme Jean-Laurent, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais beaucoup de besoins sur le marché, beaucoup de projets, beaucoup d'appels d'offres. Plus pour du conseil, mais vraiment pour de l'action, de la mise en place la plus rapide possible de solutions numériques, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce que au niveau Asie-Pacifique, il n'y a plus de voyages, au niveau international, il n'y a plus de voyages. Il faut vraiment servir les clients ici, maintenant, tout de suite, par tous les canaux possibles et imaginables, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà ma perception du marché. Merci Stéphane. Et toi, Xiaohua, quelle est ta perception du marché, de la situation de l'entreprise ADO actuellement et pour les mois à venir? En fait, pour ADO, maintenant, les activités sont normales. On peut dire le DIY marché, pendant la crise, pour nous, d'un autre côté, parfois on dit c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, euh, on est obligé de rester à la maison. Donc, nous, par exemple, les rayons pour la peinture, ça a augmenté comme ça. Et, et surtout, c'est le bricolage. Et après, le barbecue, le jardin, ça a augmenté comme ça. Et surtout, notre web, la vente pour le web, ça a augmenté de 100%. Donc, on peut dire jusqu'à présent, nous, l'activité devient normale. Et on a prévu vers fin d'année, pas beaucoup d'augmentation, mais au moins le même niveau que l'année dernière, que 2019. Et en plus, on a débloqué Valadeo. Valadeo, c'est la valeur de part pour Valadeo pour la famille Moulier. En fait, comme Decathlon, Auchan, ils ont ce type de valeur aussi. Donc, on a débloqué en juillet parce que les experts ont donné aussi leur point de vue et donné leur évaluation, en fait, le taux. On a déjà débloqué, c'est très positif le taux, parce que c'est quand même encourageant pour tous les BU. Et pendant cette période, les BU ont trouvé leurs propres moyens pour livrer les produits chez les clients, soit par les vendeurs, soit télévente. Et de toute façon, ils ont trouvé des moyens eux-mêmes pour aider la vente. Donc, grâce à la vente dans les magasins, notre achat Global Sourcing en Asie, on a continué à livrer les commandes, continuer à recevoir les nouvelles commandes. Donc, c'est assez positif. Mais comment vous faites pour livrer? Par quels moyens logistiques vous livrez en France? Mais c'est toujours maritime. La D'accord. plupart, c'est maritime. Mais il n'y a pas eu de problématique de ce point de vue-là? Ça va parce que c'est juste en février, il manque des ouvriers. Mais le transport, ça va. D'accord. Et à la fin, nous, on a aussi débloqué notre l'augmentation de salaire. Normalement, nous, on doit faire en avril, mais cette année, on a retardé. On a recommencé en juillet. Donc, les augmentations de salaire ont été débloquées en juillet. Oui, c'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Ouais, tout le monde. c'est lié au moral. C'est quand même important. Ça facilite ton travail de RH dans ce sens-là. Bon, bah ça, c'est bien. Et bien, il y a quand même des bonnes nouvelles dans la façon dont vous voyez les uns et les autres les mois à venir. Alors, peut-être une dernière question avant de laisser le public poser des questions. Cette serait sur est-ce que cette crise a-t-elle entraîné des transformations durables dans votre entreprise? Alors, certains d'entre vous ont déjà un peu évoqué le sujet. Donc, je vais vous laisser prendre la parole comme vous le souhaitez.
Mais ce que j'ai en tête, c'est est-ce qu'il y a des changements de stratégie, de la réorganisation, de la transformation digitale, ce type de choses. Voilà. Et puis pour Stéphane, ce sera ouais, je te laisse voir ce que tu voudras évoquer. En fait, on a un peu parlé avant. Alors, qui se lance? Eric? Alors, donc, comme je l'ai expliqué, on a un gros problème, c'est-à-dire que 50% de l'activité de l'entreprise est en danger. Et en période de crise, ce qui est important, c'est de redéfinir une stratégie. Donc, on a deux. Alors, il y a le volet défensif. On a quand même coupé dans les effectifs au Mexique, aux États-Unis, en France, en Chine. On contrôle les dépenses, bien évidemment. Et d'un autre côté, on réfléchit à une stratégie, c'est-à-dire une boussole, une direction, qui en résumé, c'est de sortir par le haut, par la technologie et l'innovation. Donc, on travaille là-dessus. Et on a pas mal d'idées. Et il y a énormément d'opportunités en fait sur le marché, parce que les équipements électroniques évoluent très rapidement. Comment dire, en Asie, on est présent un petit peu partout, mais pas tant que ça, finalement. Donc, sur le plan géographique, il y a énormément de choses à faire. Il y a un marché dont je n'ai pas tellement parlé, qu'on appelle le broadband, mais qui est en réalité la défense. Donc, avec toutes les tensions dans la région, l'Australie développe des équipements, la Corée, le Japon a augmenté son budget de défense. Partout, les marines aussi s'équipent, ou s'update avec des radars, avec de la guerre électronique, etc. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour nous. Et avec des équipements de plus en plus difficiles. Alors, une de nos spécialités, ce sont les hyperfréquences. Donc là, on est très peu dans le monde à être capable de concevoir et de fabriquer ce type de composants. Donc, on travaille là-dessus. Et puis l'optique aussi, qui est une direction. Donc, alors ça, c'est par la techno, de nouveaux produits. Et puis l'autre axe, ce sont de nouveaux marchés, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à la défense, à l'aérocivil, aux télécoms et au spatial. Donc là, on veut rentrer sur des marchés industriels haut de gamme, c'est-à-dire c'est le médical, c'est l'industrie des équipements de fabrication de semi-conducteurs, le broadcasting. Voilà, donc on travaille là-dessus, et là, c'est plutôt avec des composants optiques vraiment très avancés qu'on va... donc c'est plutôt une chance, finalement, en résumé. Bien. Et donc, donc la stratégie est modifiée. Tu faisais une comparaison, la boussole, le GPS. Donc, qu'est-ce qui, parce qu'effectivement, le GPS, on ne voit jamais très bien où on va. Donc, pour toi, qu'est-ce qui reste inchangé, en fait? Non, alors, la notion de boussole et de GPS, c'est une notion de management. Je fais partie d'un club APM à Shanghai, et vous avez des experts qui viennent tous les mois. Ça s'adresse à des directeurs généraux et des présidents d'entreprise, c'est hyper intéressant. Et on a eu une intervention de l'ancien directeur de l'école de guerre, le général Vincent Desportes, et qui expliquait très bien que en stratégie, il faut donner aux équipes, aux armées, une boussole, pas un GPS. On ne dit pas au type, tu vas tourner à gauche dans 3 rues, puis à droite, tu t'arrêtes au fond, etc. Non, il y a besoin d'une boussole. C'est l'attitude de l'amiral, c'est-à-dire on va dans ces directions-là. Et ensuite, sur la mer, le skipper, lui, il va utiliser les courants, il va utiliser les bons vents, les vents contraires, etc. Et il sait où il va. Et puis après, il faut, surtout en période de crise, l'attitude du golfeur, c'est-à-dire qu'on dit, je vais balancer ma balle là-bas, paf, un coup de vent, elle part là-bas, on ajuste le tir. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la réactivité et l'agilité. Donc, c'est les 3 attitudes à adopter, mais il faut une boussole. Donc, c'est ce qu'on essaye de... Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais... Si, je crois très bien, mais je crois que tu m'avais aussi évoqué que ça correspondait aussi à une vision du management, de rendre les équipes autonomes, non, chez Radial. Voilà, alors là, c'est très intéressant. C'est exactement la même chose, on parle de la même chose, on dit la même chose en disant ça. On essaye, mais on avait anticipé ça avant, c'est d'aller vers une entreprise libérée. Libérée, c'est-à-dire qu'on donne énormément d'initiatives aux employés, on les embarque, on les motive comme ça. Pour moi, il y a 2 motivations. Il y a les succès, donc il faut que ça marche, parce qu'une boîte qui coule, de toute façon,
En général, la motivation n'est pas très élevée. Alors nous, on a eu pas mal de succès depuis 10 ans. Donc voilà, on a un turnover toujours entre 3, 4, 5% max. Très très bas parce qu'il y a des succès. Mais aussi, c'est l'ambiance qui compte. Il faut une bonne ambiance. Voilà. Donc c'est ça, finalement. Alors l'entreprise libérée, vous connaissez peut-être Frédéric Laloux. L'entreprise style, ce type d'organisation. C'est l'entreprise Favy en France. C'est une fonderie dans le nord de la France. Et donc, encore à l'APM, l'ancien directeur général qui a mis ça en place, qui enseigne à HEC, à l'ESSEC, à Harvard, etc., l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'il y avait le patron, aucune strate hiérarchique, et dans l'usine, vous avez les ouvriers qui prennent les commandes, qui livrent les clients. Voilà. Ça, c'est le stade ultime de l'organisation. Donc nous, depuis 2 ans, en fait, avant le Covid, on travaillait là-dessus. Ce qui fait qu'on est hyper réactif. Les gens n'attendent pas des ordres d'en haut, ils agissent. À partir du moment où, justement, c'est ça qui est important, c'est aussi que les gens se réalisent dans leur travail, y compris sur les chaînes de fabrication, parce que l'innovation, nous on fait des connecteurs, on fait des cordons, etc. On pourrait penser que non, c'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment des réservoirs d'innovation, de qualité, d'amélioration des process sur le terrain, c'est-à-dire dans les ateliers. Donc, on favorise ça d'un côté, et puis de l'autre côté, l'automatisation, là plutôt avec des ingés. Et là encore, on a démarré avec nos propres moyens ici, en donnant beaucoup de liberté aux gens. Et on est vraiment les plus avancés dans notre domaine, en tout cas, en termes d'automatisation. Je pourrais en parler pendant des heures, je vais peut-être passer la parole. Merci Eric, c'était très intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je suis complètement d'accord sur le fait d'abord de donner un cap fort, même si on ne peut pas connaître l'avenir, mais au moins les équipes, ça leur permet. Et dans ce sens-là où tu parlais sur le management, moi, il y a eu 3 ans, j'avais fait face à cette difficulté où j'avais pris la décision d'enlever notre directeur de création sur l'agence de Shanghai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien notre modèle d'agence, normalement, dans une agence, il y a toujours un directeur de création, comme dans une maison de mode, qui donne le cap de créatif, mais qui est bien pour donner une tendance créative à la société. Mais le côté négatif, c'est que tous les créatifs en dessous n'ont aucune liberté. Donc quand j'ai pris cette décision il y a 2-3 ans, ça a été très dur à faire accepter au siège à Paris parce que ce n'est pas des modes de réflexion. Mais ici, en fait, ça fonctionnait très bien parce que justement, les créatifs ici en bas, ça leur donnait des signaux à eux-mêmes du moment où on donnait un cap fort de quelles sont vos responsabilités, comment ils pouvaient s'exprimer là-dedans. Et c'est ce qui nous a permis, pour répondre à ta question, sur la transformation, sur les équipes événementielles, il y a 3 ans, quand j'ai fait la transformation, où justement j'ai demandé aux équipes événementielles de se digitaliser. Alors, dans le milieu du luxe et de la mode, c'est un gros mot. Donc, c'était déjà de faire asseoir les équipes événementielles avec les équipes digitales. Donc, Paris refusait. Donc, c'est parce que c'est ce qui est compréhensible, puisque ça fait 30 ans qu'ils fonctionnent comme ça. Donc, changer ça. En Chine, c'est beaucoup plus facile. On n'a que 10 ans de recul. Donc, c'est déjà plus facile de le faire. Et de faire cette transformation-là, ça a permis à ces équipes événementielles aujourd'hui d'être toujours opérationnelles, puisqu'on a commencé à faire un travail de magasin connecté, d'expérience. Donc, on est toujours dans le même métier. Un magasin, quand vous arrivez, c'est une sorte de mini-event, si vous réfléchissez, c'est une expérience de consommateur. Et donc, ça a été de demander aux équipes de faire cet effort-là, digital, événementiel, et de réinventer leur travail. Alors, ils continuent à faire de l'événementiel parce que les opportunités étaient là. Je voyais qu'il y avait cette tendance qui se dessinait. Et puis, avec cette crise, l'accélération s'est faite qu'aujourd'hui, toutes les équipes événementielles, je n'ai pas eu à sortir un seul membre d'équipe puisqu'elles ont pu immédiatement, dès février, se réinventer sur des vrais sujets sur lesquels on est en train de lancer cet été, des boutiques connectées, des expériences magasin digital. Et là, ça a été justement cette transformation qui est en lien avec ce que tu disais. Une précision, tu as dit, comme on ne connaît pas l'avenir, bon, mais il faut quand même une stratégie. C'est exactement le contraire. Parce que, non, c'est pour ça que je fais la précision. Comme le monde est incertain, comme on ne connaît pas l'avenir, il faut une stratégie. Si on connaissait l'avenir, il n'y aurait pas besoin de stratégie, on déroule un plan. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est juste mon esprit critique. C'est mon esprit critique et chiant. Ouais, ils vont se battre. Tu as dit le contraire. J'ai bien entendu, tu as dit le contraire.
Donc, qu'est-ce qu'on a changé? Déjà, autoriser les gens à travailler à la maison, parce que c'est encore le cas. Il y a encore des employés qui travaillent de temps en temps. J'en vois enfin, je les vois pas parce qu'ils sont pas là. Parce qu'ils ont, je sais pas, il y a un plombier qui doit passer, donc ils vont être pris 5 minutes pour ouvrir la porte, 5 minutes pour fermer la porte du plombier, et ils vont pas perdre une journée de travail. Donc c'est une flexibilité que je suis content de leur avoir proposé. S'il avait fallu en discuter, réfléchir, mettre un plan, on l'aurait jamais fait parce que ça aurait pas été une priorité. Donc ça c'est quelque chose que je veux garder. Je veux garder cette flexibilité. C'est aussi une marque de confiance. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Ensuite, on a fait un webinar avec la Chambre de commerce. On n'avait jamais fait de webinar. Et donc ça, c'était aussi une première. Donc on sait faire des webinars. Alors sur la stratégie et la prévision du futur, donc j'ai décidé d'arrêter de prédire le futur, d'essayer de prédire le futur. Donc effectivement donner un cap, là je suis d'accord avec les deux, et de pas essayer de prévoir ce qui allait se passer, et de vraiment être dans l'instant comme je l'ai dit précédemment, vraiment de regarder où est la demande, où sont les besoins, et de répondre aux besoins d'aujourd'hui avec des solutions, avec des technologies qui sont finalement des technologies qui sont déjà là, mais qui juste trouvent un nouvel usage, une nouvelle application. Et de vraiment agir et réagir et d'être les plus pragmatiques, les plus pragmatiques possibles dans l'approche. Et c'est ça notre stratégie. Ouais. Non, mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure que je trouvais juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, les projets, on est beaucoup plus dans l'exécution immédiate que dans la préparation, consulting, réflexion, etc. Mais je trouve que ça met les prémices d'une prochaine crise, pour nous, pour le luxe du moins. D'ici 1 an ou 2 ans, surtout sur le marché chinois, où on est en train d'être dans l'exécution pure, dans la stratégie immédiate d'une marque opportunistique. Or, le luxe, c'est tout sauf ça. Le luxe, c'est créer des histoires, c'est créer du désir. Et donc là, ce que je vois, ce qu'on met en place, ça marche très bien, c'est super 2020, mais on est dans l'exécution immédiate. Alors, et je parle de mon industrie spécifique. Je trouve que ça met les prémices pour tuer des marques. Donc peut-être d'ici 2-3 ans, on verra des marques commencer à mourir parce que à force d'être dans l'opportunité, dans la stratégie e-commerce, vous racontez plus d'histoire. Et le consommateur, à un moment donné, face à la marque, il voit plus ce storytelling et la marque disparaît. Espérons que tu as tort, mais, mais tu as sûrement raison. C'est au revoir. Et pour ADO, en fait, notre stratégie, c'est pas changé. Et depuis 2 ans, notre stratégie, c'est renforcer notre supply chain and digital. Mais il y a le Covid-19, mais ça a bloqué un peu le progrès. Mais la direction, ça a encore renforcé notre stratégie. C'est la bonne décision et la bonne direction. Donc, on va continuer le supply chain et digital. Parce que le dernier kilomètre dans le magasin au client final, le dernier kilomètre, c'est toujours le plus important. Comment garantir le service, c'est le plus important pour résoudre. En Asie, nous, l'organisation ou réorganisation, c'est plutôt lié à notre process de production. À cause de Covid-19, pour aller visiter les fournisseurs, ça devient difficile pendant quelques mois. Mais comment résoudre ce problème? On a réorganisé un peu l'équipe. Par exemple, les collègues à Guangzhou, la production plutôt se situe à Guangdong, province, ou autour de Guangdong. C'est plutôt eux qui vont aller voir. Et après, de la zone de Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, c'est plutôt l'équipe de Shanghai pour aller voir. Mais avant, c'est pas vraiment organisé selon région. Mais à cette époque-là, on a essayé de faire comme ça pour renforcer notre production et suivi de commandes. Et après, je pense que on va continuer notre mobile workplace, ça veut dire télétravail. Mais c'est pas pareil pendant la période de Covid-19.
c'est plutôt, on a la possibilité de travailler à la maison, mais lié au projet. Ça veut dire une journée par semaine, c'est à choix. Le dernier, c'est plutôt la communication. Parce qu'avant, on dit la communication, c'est important avec l'équipe. Mais cette fois-ci, on trouve que c'est encore plus essentiel, la communication. On va continuer cette direction pour garder la bonne façon euh, dans le futur. Très bien, merci, merci Xiaohua. Je crois qu'il est temps maintenant de passer aux questions du public, soit présent ici, soit en distanciel. J'ai une petite question. Ah, en distanciel alors. En distanciel, voilà. J'ai une petite question sur les rapports entre les filiales ou la filiale chinoise, voire asiatique, avec la maison mère dans le contexte actuel où l'économie chinoise, suivant les secteurs, marche plutôt pas mal, alors que l'économie française est quand même plus atone. Est-ce que cela bouleverse les relations entre la maison mère et la filiale, par rapport notamment à des questions d'innovation, des questions de génération de business? Est-ce qu'il n'y aurait pas un phénomène un peu ce qu'on appelle de dépendance inversée, où la filiale chinoise générant un business de plus en plus important, dans certains cas, sa contribution à la maison mère et au groupe dans sa totalité est de plus en plus importante. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question à nos panélistes et puis aussi au public. Alors, qui va se lancer? Ma maison mère à Shanghai, donc moi j'ai rien à dire. No comment. Sujet sensible, c'est ça? Donc, en réalité, moi, ça fait 40 ans que je bosse à l'étranger. Et une des grandes difficultés quand on est au Japon, etc., ou ailleurs, c'est le gap avec les maisons mères en France. Il y a 10 000 kilomètres. Donc voilà, alors c'est des points de vue différents. C'est parfois des problèmes de communication. Et puis, je crois qu'actuellement, ils sont vraiment noyés dans le Covid. Hein. Ils sont perdus. Donc, c'est un peu difficile, mais voilà. Et puis, en ce qui nous concerne, il faut redéfinir une stratégie et retrouver des moteurs. Mais comme je disais, c'est pas forcément contre-productif. Alors, le fait qu'ils viennent pas, nous, ça aide. Les équipes aussi, elles sont soulagées. C'est enregistré ou pas? Bon, tant pis. Monsieur Gattaz, si vous nous entendez. Mais voilà, donc voilà, il faut de la communication, il faut expliquer. Et voilà, moi j'ai beaucoup de mal, hein, franchement. À peu près la même chose pour moi. Après, en même temps, c'est à peu près compréhensible hein, étant loin d'un pays et surtout ne le connaissant pas comme la Chine, quand on n'y est pas allé. Moi, je me souviens manager la Chine depuis Hong Kong et Singapour, où j'avais des personnes qui remontaient les informations vers moi et je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Souvent, je m'énervais en me disant que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire, qu'ils faisaient n'importe quoi. Et puis, une fois qu'on arrive en Chine, ok, maintenant je comprends la démarche. Donc en même temps, on ne peut pas les accuser d'avoir ce manque de compréhension. En plus, sur un marché qui va tellement vite. Donc c'est surtout ça. Je pense que même quand ils font l'effort, je me souviens très bien l'année dernière, travailler sur des sujets, puis 3 mois plus tard, ils étaient toujours sur le sujet dont on avait parlé. Nous, on avait déjà avancé sur d'autres choses et on en était plus loin. Et il y a cette rapidité du marché chinois qui se transforme très vite, qui fait qu'à un moment donné, quand on est en dehors, c'est forcément... Et on n'a même pas besoin d'aller à Paris pour ça. Hein. Tu connais bien le Japon. Moi, je vais souvent au Japon et là, pareil, il y a un décalage entre le Japon et la Chine où les Japonais, ils ont du mal à suivre. Donc, quand on travaille sur des projets en digital avec des Japonais, ils ont 3 ans de retard. Un dernier point, mais ça vous l'avez noté, c'est que, c'est un sujet de préoccupation, c'est qu'il y a, et je l'ai entendu dans ma boîte aussi, c'est qu'il y a vraiment un sentiment anti-chinois qui se développe dans le monde. Donc ça ajoute
à cette difficulté dont tu parlais, Eric. C'est parce que voilà, la Chine se porte plutôt bien, il y a très peu de cas, tout se passe remarquablement bien. Et je ne sais pas si vous avez regardé Trump, et c'était hier ou avant-hier son interview sur Trump News, et ça y est, il est reparti le virus chinois, etc. Voilà, c'est juste une précision que je voulais apporter. Il y a ça aussi en arrière-plan qui est très préoccupant par rapport à ce qui se passe ici. Ouais, et puis pour rebondir aussi sur ce que disait Jean-Laurent, même avec Hong Kong, on constate un décalage entre la Chine continentale et la région administrative spéciale. Voilà, je suis politiquement correct de Hong Kong. Ici, les gens sont moins rapides, notamment dans la conception et également dans l'exécution. On sent vraiment un décalage avec Shanghai et également avec leurs voisins de Shenzhen. Sans que les Hongkongais s'en rendent compte. Ils s'imaginent encore à une époque où, grosso modo, Hong Kong représentait 15% du PIB chinois. Ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est autour de 2,5-3%. Voilà. Je referme la parenthèse. Xiaohua, est-ce que tu veux dire quelque chose sur c'est pas obligé, hein, sur la relation entre la filiale et le siège? Nous, en fait, parce qu'on a des BU, Business Unit, dans 12 pays. Donc, le COVID-19, c'est pas toujours le même moment. Donc, au début, c'est en Europe, en France, Espagne, c'est très, très fort. Et après, dans un mois, c'est plutôt en Russie. Et après, nous, on a des magasins aussi en Brésil. Donc, c'est assez, comment dire, balance, équilibre. Donc, si ici, ça va pas, mais l'autre côté, ça va. Ça a changé un peu. Donc, c'est pas plutôt le filet, les branches ici, c'est plutôt tout le monde ensemble, si ça fait vraiment le volume de groupe. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Une vision plutôt positive de la relation entre les filiales et le groupe. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions, soit dans la salle, soit sur Internet? Moi, je peux déjà peut-être poser une question que je m'étais gardée de côté. Qu'est-ce que vous avez appris de la crise? Et notamment si, bon, je sais que la crise n'est pas passée partout encore, mais si une nouvelle crise survenait l'année prochaine, est-ce que vous seriez mieux préparé? Pourquoi? Courageuse. Enfin, nous, parce que récemment, on est en train de travailler dessus. On va créer un SOP vraiment pour lister tous les sujets et avec toutes les actions pour préparer en avance. Parce que en février, on a des masques, mais c'est par hasard parce qu'on a des stocks chez les fournisseurs. Mais s'il n'y avait pas ces masques-là, comment faire? On ne peut pas continuer notre travail dans le bureau. Donc, il faut quand même anticiper pour acheter les masques, et aussi pour organiser les bureaux et aussi pour préparer psychologiquement pour les collaborateurs pour face à la situation. Et deuxièmement, c'est plutôt le travail avec les fournisseurs. Parce que février, avril, c'est vraiment 180 degrés le contraire. Il faut anticiper pour avoir des stocks chez les fournisseurs. On doit anticiper les commandes, la production pour assurer notre vente dans les magasins. Ça, il faut travailler dessus. C'est comme un plan, en fait. Voilà, ces deux sujets-là. Merci. Moi, c'est le contraire, je pense. Pour moi, la leçon du Covid, c'est que tout ce qui se passe, rien n'était prévu, rien n'était prévisible et rien n'avait été prévu.
Donc, personne n'avait prévu que tous les avions seraient au sol. Personne n'avait jamais prévu que le prix du pétrole deviendrait négatif. Donc on peut subir des événements qui sont imprévisibles et donc des SOP, ce sera pas les bons la prochaine fois parce que ce sera pas la même histoire. Donc la résilience, elle est pas là. La résilience, elle est plus dans l'agilité. Quand le Covid, en fait, parce que tous, enfin en tout cas moi, c'est très difficile de souvenir l'état d'esprit dans lequel on était en février, en mars, en avril, parce que là, on est dans la rue, les restaurants sont ouverts et ils sont pleins. Mais à la sortie, en fait, une fois que l'entreprise était sur les rails et je savais que c'était bon et que personne n'avait de problème, j'ai essayé de prendre un petit peu de hauteur. Je me suis tourné vers la communauté et la communauté d'entrepreneurs autour de moi. J'ai dit, bon, je vais peut-être essayer d'aider un petit peu autour. Et donc, du partage d'expérience. Donc, j'ai ouvert 1 heure dans mon agenda pour les entrepreneurs, pour des cercles d'entrepreneurs dans lesquels j'étais. Quelques-uns ont répondu et essayé de comprendre ce qui s'était passé, au moins partager notre expérience. Et dans les retours d'expérience, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé, mais comment est-ce que tu as fait pour motiver tes équipes? J'ai dit, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ils étaient chez eux, ils ont travaillé. Et donc, pourquoi ils ont travaillé? Donc, la question, c'est pourquoi ils ont travaillé. Et dans une des réponses aux questions, je disais, tous les fournisseurs IT n'étaient pas là le lendemain du Nouvel An chinois. Toutes les équipes n'étaient pas sur le pont. Tout le monde n'a pas réussi à travailler. Donc, pourquoi? Pourquoi nous? Une partie de la réponse, je l'ai déjà donnée, c'est les 6,2 ans de présence dans l'entreprise. Donc ça, c'est des choses, mais je pense que c'est surtout la culture. Et c'est surtout la culture de l'entreprise. C'est surtout les valeurs qui ont été distillées sur les années dans l'entreprise. Et c'est ça et à la fin, c'est ça qui est important. C'est pas les process. Ça rejoint un petit peu ce que disait Eric sur le fait de laisser de l'autonomie aux gens, les laisser décider. Mais pour les laisser décider, il faut qu'il y ait des valeurs. Il faut qu'il y ait une boussole, mais pas une boussole stratégique, une boussole morale en disant qu'est-ce qu'on fait pas. Parce qu'en fait, personne n'a posé la question, mais pourquoi, quand on a dit ceux qui peuvent travailler, vous pouvez travailler, ou vous pouvez prendre la semaine de vacances, tous ceux qui avaient un ordinateur et Internet, ils ont travaillé. Parce que c'était pas une question, parce que les clients avaient besoin de nous, parce que les projets devaient avancer, peut-être parce qu'il y avait les gamins à la maison aussi, je sais pas. Ils avaient peut-être envie de se changer les idées, potentiellement. Ça a peut-être joué à quelques pourcents, mais en tout cas, c'était ça. Et fondamentalement, c'est ça qui est important et c'est là où il faut continuer à investir. Et les process à la fin, on va les inventer quand on en aura besoin, mais avec ce compas moral que sont les valeurs et la mission de l'entreprise et les rendre les plus clairs possible. C'est ma conclusion. Merci. Je suis assez d'accord avec Stéphane. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les protocoles, les procédures, on les a tous faits, mais c'est pas ça qui a fait la différence au moment de la crise. Ça a été la valeur plutôt humaine, justement. Donc, dire qu'est-ce qu'on a appris de cette crise, pour moi, pas grand-chose, en fait. Non, à part que je disais, par exemple, que le bureau devient un endroit de cohésion. Donc, c'est ce qu'on apprend. Donc, toutes ces valeurs humaines qu'on essaye de mettre tous les jours avec nos équipes, ces petits détails qui font au moment de la crise, la différence, plus que tous les protocoles et procédures qui sont nécessaires, mais ce n'est pas les moments clés. Et comme tu disais bien, c'est une crise pareille, c'est impossible à anticiper. Il n'y avait aucun modèle qui pouvait anticiper ça. Donc, essayer de recréer des modèles, de passer une énergie pour des entreprises à dire quelle est la prochaine crise. La prochaine crise, c'est quoi? La fin du monde. Donc, on ne va pas passer notre énergie à essayer de voir comment le business pourrait survivre ça. Donc, voilà, exactement. Donc, je pense que pour ça, c'est plus travailler justement ces valeurs-là en entreprise. Je suis complètement d'accord sur ce point. Alors, si c'est la conclusion, je crois que c'est bientôt terminé. Moi, je vais revenir au point de départ. C'est-à-dire qu'en février, je me dis, voilà, le 7 janvier, je suis à Wuhan. J'en ai parlé. Ensuite, il y a la partie annuelle, il y a mon boss qui arrive, un type très connu, il aurait pu contaminer tous les patrons européens. Le pangolin, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a beaucoup parlé du pangolin. Et j'en parle. Alors moi, j'ai un collègue, directeur des opérations, il me dit, moi, j'ai déjà mangé du pangolin. C'est pas terrible, mais on avait un directeur du bureau de l'environnement à Shenzhen, il était à l'époque à Shenzhen, et il adorait le pangolin. Donc pour avoir les tampons, ils allaient manger du pangolin. C'était 3000 renminbi la bête à l'époque, c'était assez cher. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Pangolin aussi, mon voisin de bureau, Thomas, polytechnicien, me dit, mais c'est marrant le pangolin, parce que quand j'avais 20 ans,
première année à Polytechnique, vous avez un stage ouvrier. Et lui, il est parti en Afrique du Sud et il s'occupait de pangolins. Alors, vous voyez, moi, je prévois le coup de ma vie. Je me dis, je vais faire une BD géniale avec toutes ces histoires marrantes. Parce que j'avais le scénario, si vous voulez. Et puis, vous voyez qu'aujourd'hui, ce serait comme un œil dans la soupe. Ce serait comme un cheveu dans la soupe, je veux dire. Ce ne serait pas très bien accueilli dans le monde. Donc voilà, les meilleures idées, finalement, il faut s'adapter, il faut être résilient dans l'agilité. Je crois que je suis d'accord avec vous sur ce plan-là. 2 points positifs, enfin, 2 conclusions hyper positives pour moi. C'est que maintenant, il y a un consensus, je veux dire, sur 2 choses. C'est la nécessité de stratégie industrielle en France et en Europe. Et ça, c'est vraiment un très très bon point. On revient aux idées de De Gaulle, de Pompidou, des Ambert. Et d'ailleurs, en Chine, Wang Runing, qui fait partie maintenant des 7, qui est un ancien élève de Fudan, qui parle parfaitement français, qui connaît sur le bout des doigts toute cette histoire-là, c'est lui qui, par exemple, l'idée des 2 routes de la soie, c'est lui qui les a sorties. Donc, vous voyez, des stratégies, là, sur 30 ans, c'est ça. Donc, il faut qu'on revienne à ça. Et puis, sans doute, à un niveau européen. Donc, ça, on a vu avec l'accord, là, c'est quand même assez positif ce qui se passe. Donc, des usines en Europe et une cohésion européenne. C'est peut-être un des acquis de cette crise. Merci. Petite précision, les études ont prouvé que en fait, le pangolin, c'était une erreur. C'est pas passé par le pangolin. Il y a eu une erreur dans une publication scientifique à un moment donné où il y a un bout d'ADN qui correspondait mais qui n'était pas, en fait, pas significatif. Et la conclusion et les études a posteriori ont prouvé que c'était pas le pangolin, c'était pas passé par le pangolin. Ça marche? Ça, je sais pas. Là, les études sont 50-50, mais le pangolin, une ça a question été... sur la chloroquine, voilà, parce qu'il a l'air de connaître le sujet. Et c'est ce que les médias ont retenu et on continue à en parler encore ce soir. Mais en fait, c'était une erreur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir sortir ton livre sur le pangolin, ce ne sera pas un problème. S'il n'y a pas d'autres questions, on a encore le temps, donc si vous avez une question, il n'y a pas de souci. Sinon, je pense qu'on va terminer sur cette conclusion pangoline. Merci beaucoup à vous 4 de nous avoir fait partager votre expérience, votre vécu, votre réflexion sur l'avenir également. Et je crois que nous allons dire au revoir aux participants en webinar, y compris Eric, puisque nous allons ensuite pouvoir peut-être nous restaurer ou boire quelque chose dans la salle d'à côté. Voilà. Merci à tous. Eric, tu veux dire quelque chose? Merci encore. Je voulais vous remercier toutes d'être venus, nos panélistes, Philippe qui a magistralement facilité les échanges et les participants. Et je vous souhaite personnellement une excellente soirée, un bon cocktail et à la vôtre. Merci Eric. À bientôt tous.